Il va y... va y avoir de l'ambiance sur ce plateau, je le sens ce matin. Alors, qui ne s'est jamais interrogé en sortant de chez son médecin sur le diagnostic qui venait d'être fait? Est-ce qu'il a fait le bon diagnostic? Est-ce que je ne devrais pas consulter un deuxième médecin? Aujourd'hui, un certain nombre de sites vous proposent un second avis. Depuis donc quelques semaines, plusieurs sites de ce type ont vu le jour, moyennant plusieurs centaines d'euros non remboursés, bien évidemment. Ça pose un certain nombre de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin avec le docteur Jacques Lucas. Bonjour, vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins. Vous êtes spécialisé justement sur toutes ces questions liées à Internet. Massimo Di Sicilia, bonjour. Vous êtes PDG de Indigomed et Altalia.com. Alors, ce sont deux sites en ligne. L'un est destiné principalement aux États-Unis. L'autre, vous nous expliquerez comment ça se passe. C'est une seconde opinion qui fonctionne beaucoup aux États-Unis. Docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, c'est le deuxième syndicat professionnel. Vous êtes très énervé. C'est vous qui étiez déjà en train de râler avant que l'émission ne commence. Frédéric Brizard, bonjour, économiste de la santé, spécialisé sur la protection sociale. Vous êtes professeur à Sciences Po et vous avez publié chez Duno Complémentaire Santé, le scandale et politique de santé, réussir le changement, dans lequel vous abordez justement cette problématique du deuxième avis médical. Je précise que nous avons invité le principal site qui s'est installé il y a quelques semaines, secondavis.com. On leur a demandé de venir, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas disponibles. On leur a dit quelle est votre date et ils nous ont répondu qu'ils étaient très occupés tout le temps. Donc on a conclu qu'ils n'avaient pas du tout envie de venir s'exprimer. On a invité plus précisément d'autres personnes qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Visiblement, c'est un sujet un petit peu compliqué, touchy comme on dit. Merci en tout cas à vous d'être là. Tiens, on va commencer avec vous. Vous allez nous expliquer comment ça marche et comment ça marche ce deuxième avis médical. Alors, disons que nous, on a deux approches complètement différentes par rapport en fait, à un public et des patients français, par rapport en fait, à des patients internationaux. Okay, il faut savoir en fait qu'en France, le deuxième avis est quelque chose vraiment de relativement sensible parce que les patients français n'ont pas l'habitude d'aller chercher un deuxième avis. Alors en fait, c'est en fait quelque chose de relativement nouveau. Surtout, vous pensez, oui. Sur Internet. Sur Internet, mais aussi en fait de manière physique. En fait. Et la confiance que les patients français ont dans son médecin traitant, son spécialiste, est relativement très élevée. C'est tous les sondages, en fait, on vient de faire en fait, un sondage sur ces propos. La confiance est telle que faire un deuxième avis sur certains types de pathologies, ça touche presque en fait, à la relation de confiance qu'a les patients avec son médecin. Moi, je trouve ça extrêmement positif. Okay, oui. De l'autre côté, si je prends un autre pays comme par exemple les États-Unis, les deuxièmes avis est quelque chose de complètement quotidien. Ça veut dire qu'on ne fait aucune activité médicale s'il n'y a pas en fait un deuxième avis, dès qu'on dépasse en fait certains types, dès qu'on est dans certaines maladies relativement complexes. Ces marchés aux États-Unis représentent plusieurs milliards de dollars. Et le deuxième avis est online, je parle, est complètement rentré dans les normes, dans les coutumes, en fait. On a plusieurs dizaines de sites Internet qui font deuxième avis online, sous dossier. Quand je disais en fait qu'on se prend de manière différente, c'est parce qu'en France, on cherche de préserver cette relation entre les médecins et en fait, les patients. Alors, on organise deuxième avis en fait, en France. En général, c'est très rarement sous dossier. Les parcours est géré de manière digitale. Ça veut dire effectivement il y a une interaction avec les différents intervenants par les biais des extranets qui permet justement des échanges les plus efficacement possibles. On fait déplacer par contre les patients chez les praticiens. On considère que la relation humaine est en elle-même importante dans les soins. Okay. Donc ça, c'est ce qui vous différencie de... C'est ça qui nous différencie par rapport en fait, à deuxièmeavis.fr. C'est vraiment en fait, une posture qui est pour nous très importante. La deuxième chose qui est pour nous aussi très importante, c'est la starisation des médecins. Il y a souvent aux États-Unis des sites qui vous promettent en fait, de vous porter vos dossiers auprès de plus grands spécialistes de l'oncologie, de la gorge, ORL, des choses comme ça. Okay, en général, ce sont des spécialistes qui travaillent dans les plus importantes institutions médicales, toujours les premiers dans toutes les classifications. Voilà.
Et naturellement, pour faire ça, vous devez payer entre 3 000 et 4 000 $ pour avoir un deuxième avis qui vienne effectivement de cette personne. Okay. Personnellement, et toute l'équipe d'Altalia Indigomed ne souhaite pas arriver à ça. Ouais. Nous, on considère que si un praticien a une certaine réputation dans le monde médical ou extramédical, est due aussi à l'excellence de l'hôpital et dans lequel il opère. Okay. Alors, c'est pour ça que, par exemple, les deuxièmes avis, on ne paye pas les praticiens, on paye en général l'hôpital dans lequel la consultation est effectivement effectuée. D'accord. Ce qui est quand même différent, c'est ce que propose deuxièmeavis.fr. Vous payez combien ? Ben, nous, on paye exactement. En général, quand vous allez à l'IGR, la consultation, c'est 80 € effectivement par rapport. Et on paye 80 € la consultation au niveau de l'IGR, comme effectivement tous les patients qui se vont à l'IGR pour faire une consultation. Vous travaillez avec l'Institut Gustave Roussy. On travaille, exactement. On travaille avec 70 CHU et CH en France. Alors, que dit le Conseil de l'Ordre sur cette affaire qui est quand même assez compliquée ? Oui, alors l'affaire de deuxièmeavis.fr, c'est une société, mais le problème est certainement beaucoup plus large, puisque ce que vient de nous dire une autre société n'est pas exactement la même chose. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que quand on va sur le site a indiscutablement un côté de marketing et on vous annonce que toutes les pathologies, finalement, peuvent être graves et on crée la demande en suscitant l'inquiétude. Il y a effectivement des sujets comme la cancérologie où un deuxième avis peut être demandé. Ça existe déjà et ça existait bien avant Internet. Moi, je suis cardiologue, il m'arrive dans ma pratique professionnelle, lorsque je vois un patient qui est inquiet de ce que je lui dis, de lui proposer spontanément d'aller voir un autre cardiologue pour avoir un autre avis. On constate d'ailleurs que les avis sont souvent concordants. En médecine générale, mais Jean-Paul Hamon est mieux qualifié que moi pour en parler, il est quand même fréquent que le médecin généraliste envoie à un spécialiste précisément pour avoir un deuxième avis sur une situation pathologique en dehors des aspects techniques. Donc notre interrogation, nous, est beaucoup plus large que deuxièmeavis.fr et je ne veux pas sombrer dans des aspects polémiques. On a vu d'ailleurs, il y a quelques mois, apparaître une autre prestation qui est la téléconsultation offerte, entre guillemets d'ailleurs, à un patient qui bénéficie d'un contrat de protection collective à travers son entreprise. Le Conseil national s'est positionné sur ce sujet-là, a interrogé le ministère de la Santé, car le sujet est éminemment politique. Bien sûr. Il y a un parcours de soins. Quelle était la réponse du ministère de la Santé ? Je vais te la donner. Il y a un parcours de soins qui est organisé par l'assurance maladie obligatoire. On constate d'ailleurs qu'elle se désengage de plus en plus sur la prise en charge financière, ce qui crée naturellement un appel d'air pour les sociétés complémentaires. Alors, ce que nous voulons, ce que l'ordre veut, c'est de mettre de l'ordre, si je puis dire, dans ce monde-là, qui se pose sous deux aspects. Le premier aspect est celui de la réglementation, parce que l'ordre peut tempêter, taper sur la table, dire que c'est pas bien. Si c'est juridiquement conforme, les sociétés continueront de le faire. Donc il faut réviser le décret télémédecine afin d'apporter de la clarification. Cela est entrepris avec le ministère de la Santé. Et puis, un autre aspect qui porte sur le Code de la santé publique et sur le Code de déontologie médicale, c'est que quand un patient connu d'un médecin téléphone à ce médecin pour adapter son traitement, cette activité-là, qui est une activité télémédicale, ne peut pas donner lieu à honoraires. Donc on s'aperçoit du paradoxe où le même médecin ne pourrait pas prendre d'honoraires lorsque c'est un patient qu'il connaît, pour lequel il a un dossier, et qui dirait au patient, écoutez, je ne peux pas le faire à mon cabinet, mais téléphonez demain par l'intermédiaire d'une société intermédiaire, et là, je pourrais être rémunéré. Donc le vrai sujet et le caractère disruptif, c'est qu'il y a actuellement des sociétés intermédiaires, que l'on peut appeler les conciergeries, des sociétés intermédiaires qui s'interposent
entre le patient qui fait une demande et le médecin qui répond à cette demande. Et on a pu faire observer que les associations d'urgentistes, SOS Médecins pour dire les choses simplement, il y a de nombreuses années, étaient également une société de médecins toutefois intermédiaire entre une demande qui n'était pas satisfaite, enfin tout au moins à leurs yeux, et le médecin qui répondait à cette demande. Donc c'est dans un cadre beaucoup plus vaste. Moi, je ne veux pas rentrer dans une polémique relative à deuxième avis. C'est vrai qu'Internet est en train, il n'y a pas que deuxième avis. Sauf quand même pour faire observer qu'un certain nombre de personnalités prestigieuses... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est la question que je voulais poser au docteur Hamon. Comité scientifique, il faut noter d'ailleurs que Didier Sicard s'est retiré de ce comité scientifique, font partie du comité scientifique et apportent en quelque sorte une caution universitaire et morale à une pratique qui mérite quand même d'être explorée. Voilà quelles sont mes premiers... C'était la question que je voulais poser, effectivement, docteur Hamon. Vous avez Laurent Degausse, le professeur Pierre-Louis Druet, vous savez, il y a un certain nombre de médecins... La fable du corbeau et du renard, elle est toujours d'actualité. Hein. Il suffit de flatter, et puis ça marche. Hein. Ça marche, hein. Les commerciaux engrangent. Donc nous, on est furieux. Pourquoi ? Parce que c'est une désorganisation du système de soins. C'est une remise en cause du diagnostic médical, de l'examen clinique et de l'interrogatoire en face à face, remboursé par les mutuelles, avec un silence assourdissant du ministère de la Santé qui se préoccupe de faire des lois à la gomme là, qui vont désorganiser encore plus le système de soins français. Et en plus, si vous voulez, là, c'est une hiérarchisation des diagnostics, à savoir que le diagnostic fait par un médecin généraliste libéral ou un spécialiste libéral ne vaut rien, ou en tous les cas coûte bien moins que les 295 € qu'on exige pour deuxième avis, pour avoir un avis d'universitaire. Et là, je crois que le Formadep avait fait une étude. Le Formadep, c'est une association qui est très indépendante, justement, de médecins, et qui avait cherché les conflits d'intérêts des 84 personnes qui figuraient sur le deuxième avis. Et je peux vous dire qu'il y en avait quelques-uns qui avaient des conflits d'intérêts majeurs, ou avec l'industrie pharmaceutique, ou avec les complémentaires. Donc, il serait temps de revenir. Pour nous, la déontologie médicale, là, elle est bafouée. C'est une déontologie Facebook. Voilà ce qui va arriver. L'ubérisation de la santé. C'est le mot qu'on emploie de temps en temps. C'est ça, si vous voulez. C'est vraiment une destruction du système. Avec la complicité, il y a eu le silence assourdissant du ministère de la Santé. L'ordre s'en mêle, mais on ne l'entend pas trop. Voilà. On va y revenir. L'ordre s'en mêle et on ne l'entend pas trop, c'est que peut-être on ne veut pas l'écouter. Parce que l'ordre, Frédéric Bizard l'a d'ailleurs clairement dit, l'ordre s'est clairement positionné sur la téléconsultation AXA et va se positionner début du mois de février en session plénière sur les offres de prestations par l'intermédiaire de sociétés commerciales. On va s'interrompre, c'est l'heure du rappel des titres. Frédéric Bizard, je vous donne la parole tout de suite après. À tout de suite. Retour donc sur le plateau de C'est l'actu. L'actu, c'est l'éclosion de plusieurs sites internet qui vous proposent un deuxième avis médical moyennant plusieurs centaines d'euros, près de 300 € si vous voulez avoir un deuxième avis médical. Frédéric Bizard, vous êtes économiste de la santé. C'est quand même une remise en cause de notre système de santé. Ça change complètement la manière dont on consulte aujourd'hui son médecin, tout Internet. Il n'est pas très surprenant que la santé soit touchée par le tsunami de la révolution numérique. Alors, cette ubérisation, il faut bien comprendre un petit peu quelles sont les transformations de fond. C'est un terme qui a été sorti par Maurice Lévy pour rendre à César ce qui est à César, pour dire que les acteurs traditionnels risquaient de disparaître au profit de nouveaux entrants. L'ubérisation, c'est en fait le changement de rapport de force au sein des marchés apportés par le numérique. Le changement fondamental avec l'ubérisation, l'avènement du numérique, c'est que vous passez de services qui sont structurés autour d'une offre, autour pour la santé de cabinets médicaux, autour d'établissements de santé, à des services qui sont ce qu'on appelle on demand, c'est-à-dire que c'est la demande qui a le rapport de force favorable pour choisir l'offre
qui est à sa disposition. Tout à l'heure, il a été dit quelque chose de très juste par Jacques Lucas, c'est qu'on a déjà connu ça avec SOS Médecins. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous déplacer, vous appelez par le téléphone, mais ça peut être par l'Internet. Mais donc, on a déjà connu ça. Mais ça, c'est inévitable dans le monde de la santé. C'est-à-dire que ce sont les usagers, ce sont les patients ou les bien portants qui vont avoir de plus en plus à leur disposition d'outils pour choisir, sélectionner. Et ça, je pense que c'est plutôt une évolution favorable. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est forcément mieux? Parce que, la médecine bien de consommation. Non. Mais c'est la question. Laissez-moi juste finir. Oui. Moi, je suis pour une montée en puissance de l'usager et une réduction de la symétrie d'information. Sur le plan économique, c'est un échec important. Maintenant, il y a des conditions à ça pour que ça soit favorable. Pardon, juste une parenthèse. Est-ce que la santé s'applique à ça? Vous parliez de... Non, mais il y a des conditions, je vais les poser. Il y a, à mon avis, 3 questions fondamentales. Le premier, quand on voit des nouvelles applications, le premier, c'est est-ce que ça rend le système, sur le plan de macro-système, sur le plan macroéconomique, est-ce que ça rend le système de santé plus efficient? C'est-à-dire est-ce que ça le rend plus efficace à moindre coût? Première question. Deuxième question, est-ce que ça réduit les inégalités sociales de santé? Je rappelle qu'on n'est ni sur des taxis, ni sur des hôtels. On est quand même sur le bien le plus précieux de chaque Français. Et notre système répond à la promesse républicaine d'égalité par rapport à ça. Donc c'est une deuxième question. La troisième question, et là, ça touche directement le Conseil de l'Ordre, c'est est-ce qu'on reste dans les règles jusqu'à maintenant fixées concernant la déontologie, concernant l'éthique, concernant la législation. Alors, c'est pas pour ça, si on est à côté, il faut regarder si ces règles sont toujours adaptées. Peut-être que certaines doivent être adaptées à ces nouveaux outils, mais en tout cas, il faut qu'on s'assure que ça soit bien déontologiquement acceptable. Dernier point que je voudrais ajouter, c'est que oui, en effet, ça change profondément le système de santé, mais je fais remarquer que depuis 20 ans, on va exactement à l'inverse de cette évolution-là. Qu'est-ce qu'on fait depuis 20 ans? On étatise la gouvernance du système de santé. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut que l'État ait de plus en plus de pouvoir pour réguler les professionnels de santé. Ça ne va pas vraiment vers un système plus flexible où vous avez plus de responsabilités chez l'usager comme chez le professionnel de santé. On est en train de privatiser ce qu'on appelle la gestion du risque. C'est entre autres la façon avec laquelle vous allez vous soigner, assurer la gestion de votre propre risque, puisqu'on donne de plus en plus de pouvoir aux financeurs privés qui sont régulés par personne. Donc on arrive à un système à l'américaine dans lequel ces nouveaux sites, je ne parle pas du vôtre, mais on a cité un autre, s'inscrivent. Et je suis assez stupéfait par voir ce qu'on entend depuis quelques années. Il paraît qu'on a un problème dans ce pays, c'est la médecine libérale, sont les médecins libéraux, parce qu'ils ne sont pas suffisamment contrôlés, parce qu'ils sont indépendants. Mais c'est le levier principal pour réussir une ubérisation positive du système. De la même façon que les auto-entrepreneurs dans les autres secteurs économiques sont le levier du numérique, il faut renforcer cette médecine libérale. Ce n'est pas avec des centres de santé et des médecins salariés qu'on va permettre aux usagers de leur donner plus de choix parmi le système de santé. Donc oui, on fait strictement l'inverse. Et ne parlons pas de l'intégration des nouvelles technologies dans le système. On est un des derniers pays développés à ne pas avoir de dossier médical personnel. Donc, je comprends à la fois les interrogations des professionnels de santé et du Conseil de l'Ordre, mais il faut avoir une vision positive et il faut agir. Il faut réguler ce système-là et il faut transformer notre système, l'intégrer dans le 21e siècle. Donc c'est positif pour vous? Non, mais c'est avec toutes les réserves que vous avez. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si c'est bien pour le patient ou pas. C'est la seule question. Alors, on a invité aussi le collectif interassociatif sur la santé qui soutient deuxièmeavis.fr. On n'a jamais eu de réponse. C'est paradoxe parce que ce conseil interassociatif, je rappelle, soutient l'étatisation du système, soutient la fin de la médecine libérale et en même temps se met dans un conseil scientifique d'un système comme deuxièmeavis.com. Franchement, c'est peut-être pour ça qu'on nous a pas répondu. Sur la véritable représentativité du SIS, qui est censé représenter les patients, qui est financé à 95% par l'État, mais qui a à sa tête des personnalités qui sont complètement hétéroclites. On est très content qu'ils aient appuyé deuxième avis parce qu'ils reconnaissent implicitement que la consultation médicale a une valeur. 295 € la consultation, certes, il y a 175 € pour les financiers. Pour le site et 120 € pour le médecin. 120 € pour le médecin. Ça met la consultation de deuxième avis à 120 €, ce qui place la consultation initiale à 60 €, ce qui devrait être la véritable valeur de la consultation médicale. De ce point de vue-là, on remercie le SIS d'avoir approuvé ça. Ceci dit, c'est une blague parce que le SIS approuver une telle chose, c'est tout simplement scandaleux. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On donne le pouvoir aux mutuelles. On est en train de réorganiser un système de soins. On fait un système de soins parallèle, un site qui est financé par des mutuelles,
qui vont instaurer un réseau de soins. Les mutuelles vont rembourser ça. C'est pas Frédéric Bizard qui va me contredire sur le pouvoir exorbitant des mutuelles. Et on demande publiquement aux patients de calculer ce que leur coûte une mutuelle et ce qu'elle leur rembourse. Elles ne rendent pas chaque année 5 milliards aux Français. Et c'est précisément la somme qu'il faudrait pour revaloriser la médecine libérale et faire en sorte que les patients n'aillent pas se disperser. Là, si vous voulez, 295 € pour un deuxième avis. Vous savez, samedi, je savais que je venais ici et il y a une patiente qui est venue me voir. Elle avait accouché depuis 3 mois. Elle me rappelle que j'avais vu son mari il y a un peu plus d'1 an. Il venait me voir, il était couvert de psoriasis et il me montre un résultat de spermogramme qui n'était pas excellent, mais je le rassure en lui disant, écoutez, je connais quand même pas mal de pères de familles nombreuses qui ont un spermogramme qui était nettement moins bon que le vôtre. Il dit, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est d'y aller. Hein. Et puis, on va voir. Et résultat, non seulement il a eu un môme, mais en plus, son psoriasis, me dit la femme, allait nettement mieux. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur Internet avec cette consultation-là? Comment voulez-vous? On est en train de remplacer l'examen clinique, de le dévaloriser. On est en train de dévaloriser nos diagnostics en le faisant contrôler par des professeurs, parce que les seuls qui sont capables, ce sont les professeurs de faire un diagnostic, pas les médecins libéraux, qui, c'est bien connu, sont assoiffés d'argent. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on est très énervé. Et le silence du ministère de la Santé nous énerve encore plus. Frédéric Bizard le soulignait, le ministère de la Santé est en train de tuer la médecine libérale et elle est en train de dire aux autres, à la population française, consulter sur Internet, c'est très bien, que ce soit 295 €, c'est parfait. Et pendant ce temps-là, les médecins, eux, ils sont en train de râler parce que leur consulte, elle est à 23 € et que le ministère leur dit, non, c'est bien trop cher, on n'a pas les moyens de le faire. Les patients vont se faire gruger sur ces sites-là. Et quand vous disiez que ça allait toucher les pauvres, mais les pauvres, ils vont y aller aussi. Et ça va leur coûter bien plus cher. Et ceux qui ont les moyens de vraiment se payer un deuxième avis en direct, ils vont le faire, voire un troisième avis. Oui, parce que l'argumentaire de ces sites est de dire ça concerne les gens qui sont dans des déserts médicaux, ça concerne les gens qui ne peuvent pas se déplacer, handicapés ou autres. Écoutez, les déserts médicaux, je connais quelques endroits, on dit toujours, vous savez, la Creuse est un désert médical. Alors en fait, ce n'est pas un désert de médecins généralistes. Mais dans la Creuse, les médecins se sont organisés, ils ont partagé les fichiers entre eux, ils ont mis un fichier qui est externalisé sur Internet. Et ce que me disait le médecin généraliste de la Creuse, il disait, le problème, tu sais, c'est d'avoir des liaisons avec Internet parce que bien souvent, ça tombe en rade. Donc, si vous voulez, là, dire que ça va remplacer les déserts médicaux, alors là, vous savez, qui reste dans leur 6e arrondissement? Les bobos qui ont organisé ça. Tout le monde veut intervenir, oui. Oui, alors vous avez questionné sur est-ce que les patients... Oui, c'est la question, c'est est-ce que c'est un plus pour nous, malades? Exactement. Alors, malheureusement, on a une référence qui est selon les États-Unis, sur lesquelles effectivement le deuxième avis est quelque chose de commun. Alors en fait, il y a des statistiques qui ont été faites par des grands universitaires sur les patients, qu'est-ce qu'ils reçoivent grâce à la deuxième avis. 40% des diagnostics et des approches thérapeutiques qui étaient prévues sur le premier diagnostic ont été modifiées, même de manière structurelle, grâce à la deuxième avis. Okay? Il y a un autre phénomène qui est très important sur les deuxièmes avis, c'est la formation et la connaissance en fait, du patient de sa propre maladie. Il faut savoir que la participation du patient au processus entre guillemets des soins est fondamental. Le fait d'avoir un deuxième avis, ça permet d'enrichir la connaissance du patient et de le faire entre guillemets par un autre professionnel qui peut avoir des mots différents, une approche psychologique différente. Mais ça vaut 300 €, pardon. Voilà. Alors, c'est là. Alors, aux États-Unis, ça vaut. Les premiers prix, c'est 750 $. OK. C'est simple. Alors, c'est pour ça que ça dépend beaucoup disons de. Non, mais là on parle d'un service. Exactement, complètement différent par rapport effectivement à la situation française. On peut après, je ne sais pas bien qu'on passe la mission, mais bon, il y a des services tout à fait intéressants pour une niche. Je ne vois pas la raison de les interdire, mais enfin, ils apportent une valeur ajoutée dans le système très, très marginale. Complètement. Mais je suis absolument d'accord avec ça. C'est pas pour ça que ce sont des mauvais systèmes. La chose qui est plus préoccupante, c'est en fait la situation justement des médecins généralistes français. Aujourd'hui, on va avoir un déficit entre 6 000 et 8 000 médecins généralistes les prochains 5 ans. Les systèmes français est complètement comme disons pilier fondamental justement les médecins généralistes qui doivent lui structurer et vous êtes remboursé par rapport à la structuration faite par les médecins généralistes, ces médecins traitants, et ces médecins traitants aujourd'hui n'ont même pas le temps d'aller aux toilettes quand ils consultent. Autant il y a alors en fait et les problèmes principaux c'est vous mélangez. Non mais il faut arrêter avec ça. Le médecin généraliste s'il a les moyens, il a le temps. Je peux vous dire que quand on a les moyens d'avoir un secrétariat, qu'on a les moyens d'avoir une infirmière, qu'on a des
locaux corrects pour accueillir des internes, on a tout le temps de prendre en charge les patients. Il faut arrêter de dire que les médecins sont débordés. Il faut que les médecins travaillent dans le Nord. Il faut arrêter. Si vous représentez les médecins, mais ils sont débordés. Naturellement, quand le médecin travaille sans secrétaire, il doit répondre pour prendre ses rendez-vous. Non, mais là, effectivement, alors Frédéric Bizard, vous terminez, puis après Jacques Lucas, je donne la parole. Ce débat est intéressant. Le problème, le médecin, il est débordé, pas parce qu'on manque de médecins, parce que le système de son mode de paiement, son système de valorisation à des actes extrêmement peu valorisés, l'oblige à avoir une cadence infernale pour arriver à survivre. Je suis d'accord. Prendre l'argument du désert médical pour justifier de services comme on a parlé là est une absurdité sans nom. Ces déserts médicaux sont créés. Je rappelle qu'on a le pays dans lequel on a réussi à avoir la meilleure distribution des médecins à travers le monde. Moi, je travaille pour des pays émergents. Je sais ce que c'est que la sous-capacité sur le plan des médecins. Qu'est-ce qui se passe depuis 10, 20 ans ? C'est qu'en fait, on crée la pénurie en rendant l'installation pour les médecins, qui sont à 95% des médecins libéraux, juste intenable. Alors j'entends, mais maintenant, ils préfèrent le salariat. C'est vrai que le salariat, au XXIe siècle, c'est ce que tout le monde rêve. On préfère... Mais non, c'est que c'est devenu tellement risqué. Et là, il faut parler de la valeur des actes. En effet, moi, je ne suis pas pour que les médecins soient davantage payés, je suis pour qu'ils soient mieux payés, c'est-à-dire que les actes soient davantage valorisés. Il faut bien que les téléspectateurs comprennent qu'un acte à 23 €, c'est pas 23 € qui rentrent dans la poche du médecin, c'est 12 €. C'est 50% de charge pour l'ensemble des choses. Donc quand on va voir son médecin, il faut savoir que ce qui reste dans la poche du médecin, c'est 50% de ce qu'on paye. Il n'y a pas un pays développé qui paye aussi mal à l'acte ces médecins. Et après, quand on regarde le niveau de revenu, on dit, bon, ils sont moins bien payés, mais enfin, on ne va pas les plaindre. Oui, mais ça demande un tel effort que vous avez des burn-out partout, que vous avez un taux de suicide multiplié par 3. Et ce sont ces gens-là qui disent, mais on va trouver une solution avec ces deuxièmes avis médicaux et qui ne sont pas pour revaloriser cette médecine libérale. Je rappelle qu'à côté de la médecine libérale, il y a le CHU, parce qu'on a ces deux jambes, l'offre de soins en France, c'est le CHU et la médecine libérale. Donc ces deux forces, le reste dépend de ces deux jambes-là. Je ne dis pas que le reste n'existe pas, mais il dépend de ces deux organisations. Et quand vous regardez bien, ces deux types d'organisations qu'il faut réinventer, ces deux forces dans le monde numérique. Alors, Jacques Lucas. Oui, je partage ce que vient de dire Frédéric Bizard, et on note d'ailleurs au niveau du site ou des sites qu'il y a des honoraires et puis qu'il y a des frais. Des frais, oui. Et c'est un peu comme si le médecin généraliste, effectivement, avec une consultation à 23 €, disait au patient, vous me devez 23 €, mais en plus, vous m'en devez 25 compte tenu des frais pour la location, pour la gestion secrétaire, de mon cabinet. etc. Donc, effectivement, sur ce plan-là, on marche sur la tête. Non, c'est ce qu'on demande. On demande un forfait structure. On ne peut pas comparer le système américain, et on est toujours un peu pollué avec cette affaire-là, le système américain et le système français, parce que dans le système américain, on s'identifie avec sa carte bancaire, et dans le système français, on s'identifie avec sa carte vitale, compte tenu du système de protection sociale. Je ne rappellerai pas ici les difficultés qu'a eues le président Obama en matière de protection sociale santé aux États-Unis. Et donc, le premier problème qui se pose est celui de la prise en charge entre l'assurance maladie obligatoire et les assureurs complémentaires, comme l'a dit Jean-Paul Hamon. Et que, par conséquent, il faut que le ministère de la Santé, celui-là ou un autre d'ailleurs, qu'importe, sorte du bois en disant, est-ce que on continue d'avoir un système de protection sociale solidaire reposant sur l'assurance maladie obligatoire et avec des assureurs complémentaires, ou est-ce qu'il y a des voies parallèles ? Et je soutiens la contradiction qu'a soulignée Frédéric Bizard, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation de plus en plus tatillonne. À chaque fois que se pose un problème, d'ailleurs, on fait un décret ou un arrêté pour l'exercice de la médecine libérale, et que par ailleurs, on laisse se développer un marché qui est disruptif compte tenu de l'intrusion du numérique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut réviser les textes réglementaires relatifs à la prestation électronique moyennant rétribution, parce qu'on va rentrer dans ce modèle. Un troisième point, c'est qu'effectivement, s'il y a une demande, il doit y avoir une offre. Et je l'ai évoqué tout à l'heure à sujet de SOS Médecins. Mais il ne faut pas non plus que l'offre crée la demande. Ben oui, c'est ça. Et ce que l'on voit dans le deuxième avis, c'est qu'on peut susciter des inquiétudes, comme le docteur Knock, à travers le numérique, c'est-à-dire qu'on finit par convaincre quelqu'un qui est malade, qui est impatient, mais qui a une pathologie commune, qui peut tout à fait être pris en charge
dans le système en lui disant « Oh là là, vous savez, il faut prendre un deuxième avis médical » et on met en avant des grands noms. Leur compétence et leur qualité n'est pas en cause d'ailleurs, mais on met en avant un grand nom. Alors, l'ordre des médecins là-dedans. Ouais. L'ordre des médecins, il a une mission et des compétences qui sont de nature réglementaire. Je rappelle que le code de déontologie médicale est un décret en Conseil d'État et que par conséquent, toutes les décisions que peut prendre l'ordre doivent être étayées et que, évidemment, sinon, ça va en cassation au Conseil d'État qui casse. Ça ne veut pas dire que l'ordre n'a pas un point de vue à avoir sur le plan éthique et sur le plan politique quant à la prise en charge des patients. Et alors, mettre en avant le fait que dans les déserts médicaux, on va aller sur Internet pour trouver un deuxième avis, alors que, comme l'a dit Jean-Paul Hamon, un certain nombre de ces déserts médicaux ne sont même pas câblés et il n'y a pas de haut débit, c'est quasiment une imposture. Il faut arrêter de parler de déserts médicaux. Il faut organiser les offres sur les territoires, et les offres de soins sur les territoires doivent obéir à un principe de démocratie sanitaire, ce qui n'est pas le cas avec la loi de modernisation du système de santé qui est actuellement devant le système constitutionnel, puisqu'on suradministre par les pouvoirs donnés aux agences régionales l'exercice fluide de la médecine générale ou un deuxième avis, y compris en utilisant le numérique, y compris en utilisant la télémédecine. L'ordre a quand même beaucoup produit là-dessus. Peut-être que nous avons produit trop tôt, et que les médecins libéraux n'ont pas encore pris conscience du fait que le numérique allait modifier considérablement les exercices professionnels. Non, mais les médecins, mais ça change aussi le rapport du patient. Les médecins s'en sont appropriés la numérisation. Je regrette infiniment. La télémédecine, justement, pourquoi ça a bloqué? Parce que c'était techniquement, c'est techniquement possible. C'est techniquement possible. Ça demande des investissements et en face, il n'y a aucune rémunération. Alors, effectivement, moi, je connais des gens à Belle-Île-en-Mer qui ont les moyens de le faire, avec un débit suffisant, etc. Mais ça n'est pas rémunéré. Et pourtant, ça a créé des économies. Mais ne nous leurrons pas. Il y a juste un point. La télémédecine, à quoi sert la télémédecine? La télémédecine est justement utile dans les lieux qui sont un peu éloignés, les îles ou les campagnes profondes, etc. Mais il n'y a pas de haut débit dans les campagnes profondes, premièrement. Là, on voudrait faire de la télémédine dans les grandes agglomérations. Alors que vous avez un médecin tous les 300 mètres. C'est utile. Non, mais c'est pas la question. La télémédecine n'est pas utile. Mais je le dis, mais elle n'est pas utile partout. Elle n'est pas utile partout. N'ayez pas peur de la télémédecine. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Il y a un point qui me semble. Il y a un point qui me semble important. C'est parce que vous avez posé la bonne question au démarrage. C'est est-ce que ça modifie notre système de santé? Oui, si on continue à laisser faire comme on le fait aujourd'hui. Il faut savoir que toute intervention d'un acteur privé dans notre système de santé se fait sous la forme d'une délégation de service public. C'est-à-dire qu'il y a un encadrement. Les médecins libéraux, les cliniques privées, tout ça, c'est étroitement régulé, notamment par un code de déontologie, mais aussi par l'État. Et c'est comme ça que notre système a été conçu. Pour arriver à un système où vous ayez à la fois, et c'est le seul au monde qui arrive à le faire, un système libre, égalitaire et solidaire. C'est comme ça. Donc, est-ce qu'on veut conserver ce système-là? Et à ce moment-là, il faut regarder à ce que ces nouveaux acteurs soient régulés pour aller dans le système, ou alors regarder un petit peu quel est leur sort, ou alors est-ce qu'on veut changer ce système et aller vers un système à l'américaine? Quand on fait les réseaux de soins, comme l'ont fait la loi Leroux en 2013, c'est aller vers un système à l'américaine. Alors moi, alors je le combats, mais ça ne me dérange pas si les Français... bien sûr, si vous laissez... mais il faut que les patients aient conscience que les citoyens... Je voudrais rajouter une chose, parce que, comment Frédéric Bézard a dit, le DMP, etc., n'existe pas. Je vous rappelle que le DMP, c'est justement l'État qui a essayé le dossier médical personnel informatisé. C'est l'État qui a voulu l'organiser en prétendant vouloir faire 3 milliards d'euros d'économies là-dessus. Ils ont laissé l'administration le faire, avec tout leur capacité à produire des choses. Ils ont dépensé plus de 500 millions d'euros pour rien. Dans moins d'un an, M. Bizarre, les libéraux vont avoir un dossier médical personnel informatisé. On va mettre l'agence de l'État au chômage. On va l'organiser nous-mêmes. Et ça coûtera 20 fois moins cher.
Vous avez raison. Concrètement, vous voyez les choses évoluer comment? Vous avez l'expérience de l'étranger? Nous, on le voit dans le sens qu'il faut savoir en fait que les patients français, comme je vous disais, la digitalisation est importante, mais reste quand même très attaché au contact personnel avec les prestataires médicaux. Mais c'est en train de changer, non? C'est en train de changer pour l'ensemble des faits. Quand vous avez un cancer, effectivement, voilà, et vous allez chez un médecin traitant avec ce type de choses, à côté, vous avez effectivement la personne qui a une petite grippe. Les prestataires, difficilement, ne peuvent pas prendre un temps supplémentaire pour vous expliquer des conséquences qui sont complètement différentes. Pour moi, aujourd'hui, la position des médecins traitants aussi, c'est un type de spécialiste est vraiment, difficile. Et ces types de, qui soient des sites internet d'information, qui soient effectivement des services d'explication, de coordination, d'orientation, de prise de rendez-vous, des choses comme ça, apportent un vrai service dans un... Mais vous, c'est un peu différent, c'est un service de conciergerie. Les Américains n'ont rien inventé en la matière. Ils n'ont rien inventé. Mais tout à fait. Ils sont en train de sortir les startups très innovantes aux États-Unis. C'est Hill, c'est Pager, c'est-à-dire que ce sont des startups qui vous garantissent d'avoir accès à un médecin qui se déplace chez vous dans l'heure qui vient. Ça fait 40 ans qu'on l'a. Mais naturellement. Le deuxième avis, ça fait 30 ans. Exactement. Allez, c'est fini. On verra comment tout cela va évoluer. Et vous souhaitez, Conseil de l'ordre, en tout cas, qu'un petit peu d'ordre soit mis dans tout ça. Nous proposons d'être un organisme régulateur. Frédéric Bizard, d'ailleurs, dans un de ses ouvrages, l'avait proposé. Et il ne faut pas réglementer, il faut réguler. Merci à tous les quatre. À suivre Le Journal et Audrey Crespo-Marin. Jean-Paul, j'ai pas été